et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire portant sur le dépistage de l'AFA. Il bénéficie du soutien institutionnel de l'Alliance BMS-Pfizer que nous remercions. Il n'intervient pas du tout dans le programme de ce webinaire, mais c'est un soutien institutionnel qui a été donné au CNCH pour une série de webinaires. C'est le dernier de cette série, on espère qu'il y en aura d'autres. Et donc, je suis avec un panel de choix, mon comodérateur Jérôme Tayeb et deux invités de qualité, Mohamed Bellameche, qui est au groupe hospitalier Marne-la-Vallée, et Dr Pierre Saucier, qui est au CH de Chartres. Je passe donc la parole à Jérôme Tayeb qui va vous parler des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Walid, d'être toujours au départ de ces webinaires qui nous apportent beaucoup d'informations qu'on peut partager avec donc le CNCH et nos sponsors. Aujourd'hui, nous avons des orateurs que du CNCH. Le sujet choisi est un sujet brûlant puisqu'il s'agit donc de la fibrillation auriculaire. Déjà, ça, c'est un sujet brûlant. Et puis en plus, il s'agit du dépistage de la fibrillation auriculaire avec des outils qui ne cessent d'être amenés sur le marché avec une inventivité qui ne cesse pas. Et nous avons aujourd'hui donc deux orateurs qui vont nous parler. On a un plan qui a été séparé en deux parties. La recherche donc de documentation de fibrillation auriculaire symptomatique, donc chez les gens qui ont des palpitations, des symptômes, et chez qui on va se servir d'outils. Donc, ça va être la première partie qui va être traitée par Mohamed Bellameche. Et la deuxième partie sera traitée par Pierre Saucier. Et là, c'est carrément la pêche à la fibrillation auriculaire asymptomatique, cette maladie sournoise et dont on sait qu'elle peut nous poser à nos patients de gros problèmes. Donc voilà, je donne la parole à Mohamed. Merci Mohamed de partager ton écran et puis de traiter ton sujet. Vous pouvez bien sûr poser des questions à tout moment en vous servant de l'interface discussion. Bonsoir tout le monde, bonsoir Walid, Jérôme, Pierre. Je vous remercie de m'avoir invité et je remercie tous les gens qui assistent à cette réunion. On m'a demandé de traiter un sujet qui est d'actualité. Hein, maintenant, c'est dans nos pratiques d'utiliser plein de systèmes pour détecter sur des patients qui ont des problèmes d'arythmie. J'ai choisi un cas clinique assez simple, mais qui illustre un petit peu ce type de recherche chez des patients, notamment jeunes, qui viennent nous voir pour des palpitations, des symptômes paroxystiques. Donc, c'est une patiente de 49 ans qui n'a pas de facteur de risque connu, ni d'antécédent particulier. C'est plutôt une sportive qui court, hein, c'est pas une marathonienne, mais elle court régulièrement et qui a comme seul antécédent particulier une maladie de base d'eau, 3 ans derrière, et qui était traitée et est actuellement, la patiente est euthyroïdienne. Son histoire clinique, c'est qu'elle a des palpitations depuis une dizaine d'années. Elle a vu plusieurs cardiologues. Comme c'est des choses paroxystiques, plein de bilans ont été réalisés, y compris des holters longue durée, tout ça, qui n'ont rien donné. Et puis, un collègue cardiologue a eu l'idée, il dit, écoutez, voilà, j'ai une montre connectée, vous la mettez, je vous la prête, vous la mettez, et on va voir un peu ce qui se passe. Voilà un peu le tracé de la montre connectée. On regarde le tracé, il est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quel est votre diagnostic, mais moi je trouve qu'il est de très bonne qualité et surtout on a un diagnostic, on n'a pas besoin de faire d'exploration électrophysiologique pour une patiente comme ça, on sait d'emblée ce qu'elle a. Donc bon, je ne sais pas si vous voulez commenter, mais elle a une tachycardie atriale, on le voit très bien, les ondes P hein, qui passent en 2 pour 1. Et donc, je dis à cette patiente, bon, bah, vous avez une tachycardie atriale, il faudra vous traiter, ou alors, si vous êtes très gêné, on pourra éventuellement procéder à une ablation de cette tachycardie.
Voilà un peu ce qui s'est passé chez cette patiente. Maintenant, si on regarde un peu la littérature, depuis 2019, on nous a présenté à l'ESC quelques études sur les montres connectées dans l'Apple Watch, hein, qui nous permet de donner des tracés monopistes et l'équivalent d'un des deux. Dans l'étude qui s'appelle Apple Health Study, ils ont mis plus de 400 000 patients sur un suivi de 8 mois, en moyenne 120 jours. Et sur ce suivi, il y a eu 2161 patients qui ont été notifiés. Notifiés veut dire qu'ils ont reçu une alerte comme quoi le pouls est irrégulier. Donc, un certain nombre ont été consultés, leur cardiologue, d'autres ne l'ont pas fait. Mais globalement, le nombre la prévalence des patients qui ont été notifiés était de l'ordre de 0,53%. Voilà un peu je ne sais pas si vous voyez bien. Sur la population, il y a toujours un peu plus d'hommes que de femmes. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup plus de patients de plus de 65 ans qui ont reçu l'alerte, hein. Et forcément, l'AFA touche plutôt les patients de plus de 65 ans. Et sur ces un peu plus de 2000 personnes, il y a eu à peu près 65% qui étaient confirmés comme FA. Ça a été confirmé dans cette étude. Donc, globalement, on a une bonne sensibilité et une bonne spécificité de cet outil. Du coup, l'Apple Watch, elle a la validation de l'FDA et puis même, elle est validée aussi par la Société européenne. Alors après, il y a surtout beaucoup les Chinois qui ont travaillé sur les montres. Il y a le géant Huawei, je ne sais pas comment vous prononcez ça, qui lui aussi a fait une étude qui s'appelle Huawei Heart Study, près de 200 000 patients, suivis à peu près 35 mois, 87% d'hommes. Et dans cette population, il y a eu 424 patients qui ont été notifiés. Donc très peu, c'est curieux, très peu. Une incidence à peu près de 0,23%. 62% des patients ont répondu, ont consulté, et l'AIFA a été validée chez 227 patients, ce qui équivaut à peu près à 87%. Dire qu'il y a quand même une très bonne sensibilité. Je vous épargne les détails de la façon dont était fait. Le diagnostic de l'AIFA a été validé par 2 praticiens, soit avec un électrocardiogramme de 12 dérivations ou un Holter de 24 heures. C'est comme ça. Après, ils ont pris tous ces patients, ils les ont mis dans une autre étude pour voir un petit peu est-ce que ces montres connectées peuvent améliorer le pronostic. Ça devient intéressant. Donc, il y a le diagnostic, mais il y a aussi après la prise en charge du pronostic. Et donc, ils ont sélectionné des patients et ils ont fait une deuxième étude qui s'appelle Mobile Arterial Fibrillation Application. Et ils ont pris 3100 patients qui font de l'AFA. Ils ont mis un groupe suivi standard, c'est-à-dire Holter, etc. Et puis un groupe suivi par montre connectée. Et ils ont pris un critère combiné où il y a décès toute cause, hospitalisation, accident thromboembolique et récidive de FA. On s'aperçoit que les gens qui ont des montres connectées étaient mieux pris en charge parce qu'on fait baisser ce critère combiné d'environ de moitié par rapport au suivi standard. Donc, ça devient là intéressant, effectivement, d'adapter la thérapeutique en fonction des événements que nous signalent ces montres. Voilà un peu. Alors, comment ça fonctionne? C'est un standard, ce n'est pas toutes les montres qui sont équipées de ça. Globalement, il y a des montres très simples qui ont juste un cardiofréquence-mètre et qui vont alerter le patient en disant vous avez un rythme rapide ou irrégulier. Il y a une espèce de lumière verte qui va scintiller et c'est ça qui permet
d'alerter le patient. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps qui avait été hospitalisé une semaine dans un hôpital pas très loin de chez nous pour un AIT, un patient jeune, il se plaignait de palpitations, ils ont fait un bilan complet, normal. Il s'est acheté une montre et il est venu me montrer, il dit, regardez, j'ai un pouls à 176 et il était en fibrillation auriculaire. C'était une montre toute simple, hein. Il n'y avait pas de tracé électrocardiographique ni rien, mais ça correspondait véritablement aux symptômes. Il y a des montres qui peuvent donner aussi la SpO2, un saturomètre. Ça, ça peut être intéressant, notamment en ce moment avec la période Covid. Et puis, il y a des montres qui sont un peu plus performantes, mais qui donnent de la VO2 max, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Ça suppose qu'il y ait plusieurs capteurs et puis il faut faire l'effort. C'est assez sensible, mais ce n'est pas très spécifique. Et puis, bien sûr, les montres qui donnent l'électrocardiogramme. Alors, la plupart, c'est des monopistes. Je ne connais pas, moi, enfin, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des montres qui donnaient plus que ça. Non, je n'en connais pas, je n'ai pas trouvé. Voilà. Je vous montre un petit peu. Alors, il n'y en a que deux. Je vous dis, il n'y a que deux montres pour l'instant qui sont validées. Il y a celle-là, la Withings, et l'Apple Watch. Je parle de l'Europe. Après, les Chinois, ils ont les leurs qui sont validés et qui marchent super bien. Alors, les Chinois, ils ont l'avantage d'avoir, par exemple, sur la Huawei, elle enregistre toutes les 10 minutes un tracé électrocardiographique. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de sensibilité sur choper un épisode de FA, ce qui était contraire, par exemple, dans l'étude qui a été faite avec l'Apple Watch, où c'était toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, c'est un peu long. Voilà, un peu long. À côté, vous aviez le Cardia. Bon, le Cardia, je pense que tout le monde connaît, hein. Il est validé, il est utile, il nous donne plusieurs pistes. Après, c'est une question de prix. La Galaxy Watch, elle va de 80 à 400 €. Ça dépend ce qu'on veut, hein. Le Cardia, je crois qu'il est aux alentours de 120, 130 €. Jérôme, je crois que tu connais mieux que moi ça. Oui, c'est monopiste, je ne sais pas si on m'entend, monopiste, c'est ça à peu près, peut-être un tout petit peu plus, et ça va jusqu'à 200 € pour avoir 6 pistes. Voilà, d'accord, oui. Mais ça vaut le coup quand même. J'ai vu les tracés que tu m'as envoyés, ça vaut le coup d'avoir un. Et puis, donc les deux validés, la Withings et puis l'Apple Watch. Alors, je ne vous ai pas mis de tracés parce qu'on a plein, mais les tracés se valent. Honnêtement, je n'ai pas vu de différence entre celle-là et celle-là. Je vous ai montré un tracé de celle-là, de celle de la patiente tout à l'heure, mais je pense qu'en termes de qualité de tracé, c'est pas mal. Alors, il peut y avoir un peu de parasite au début quand le patient appuie, mais après, dès qu'il reste un petit peu, au bout de 30 secondes, en général, on a un beau tracé. Voilà. Alors, je conclus juste en disant, alors, on a des outils qui sont très intéressants, sauf que globalement, dans les études qu'on a vues, alors c'est peut-être lié au fait qu'on s'est intéressé beaucoup à des patients jeunes, notamment les études chinoises, c'était beaucoup de patients, 50% des patients, c'était des patients qui avaient aux alentours de 35 ans. Donc forcément, on a une incidence de la fibrillation qui est moindre. Mais globalement, par rapport à la population générale, on a une prévalence de 3%. Là, sur des études, on a 0,5%. Bon, voilà, il y a peut-être un biais sur la population, dans les études. Voilà, je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions. Merci Mohamed pour ta présentation. Oui, j'ai quelques. Alors d'abord, un commentaire. La Apple Heart Study, pour info, c'était les Apple Watch 1, 2, 3, donc dans lesquels il n'y avait pas l'ECG. En fait, ils n'ont pas publié à partir de la génération 4. Et dans l'Apple Heart Study, bien sûr, ils ont l'application qui montre irrégularité. Et ce qui est intéressant, d'abord au point de vue clinique, c'est que quand il y a une irrégularité, la valeur prédictive positive de détection de la FA est importante, comme tu l'as dit. Mais il n'y avait pas l'ECG sur la Apple Heart Study, c'était avant la génération 4. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est finalement, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois. C'est comment vous faites en pratique? Est-ce que vous en avez acheté? Est-ce que vous les conseillez? Comment vous les présentez? Alors, on n'est pas des vendeurs de montres, mais vous faites comment? Alors, moi, je ne demande pas aux patients de les acheter. En général, on essaie de leur donner ce qu'on a, nous.
Quand c'est des patients jeunes, j'ai quelques patients jeunes qui, alors, ce n'est pas pour de l'AFA, hein, c'est pour autre chose, qui ont des montres et je leur dis, utilisez-les. Ça, c'est quand même un meilleur moyen que de venir à l'hôpital ou faire poser un holter, etc., etc. Donc, c'est quand même, c'est quand même un prix, même si c'est qu'une centaine d'euros, parfois peut-être un peu plus, mais bon. En tout cas, c'est mon attitude. Je ne dis pas aux patients, bon, il faut acheter cette montre pour le suivi. Ouais. Je crois il y a quand même deux aspects. Soit c'est un holter événementiel, on cherche à traquer une palpitation et à l'enregistrer, soit on veut faire une pêche. Hein. Donc c'est parce que tu as parlé des deux aspects finalement dans ta présentation. Bon, dans le premier aspect, moi je trouve que c'est l'outil intéressant, c'est de faire un holter événementiel. Une montre, c'est vrai que c'est plus joli, donc on aurait envie d'avoir des montres ici, de leur donner, leur prêter. Nous, on a pris donc un outil qui fait plus médical, qui est le Cardia, et puis on verra ce qui apparaît par la suite comme concurrent. Quant à ce que leur demander d'acheter éventuellement l'appareil, évidemment, ça dépend de leurs ressources, mais c'est un prix d'en gros 140 euros, voilà à peu près pour un Cardia. Et dans ces zones-là, pour une montre, sauf si c'est une montre plus chère, on leur propose quand vraiment c'est difficile de traquer la tachycardie parce que finalement, quand même, c'est un gros handicap et un gros préjudice pour un patient de courir pendant des mois, des années avec la peur que ça génère et les allers-retours aux urgences pour rien, en arrivant en retard, l'arythmie a disparu. Donc, c'est quand même un outil qui débrouille des situations et moi, j'arrive à être convaincant sur un certain nombre de patients. Et puis, on a eu des jolies choses avec des gens qui étaient même des fois à l'étranger et qui vont vous envoyer leur tracé par mail. Voilà. Bon, c'est très différent, effectivement, je crois que là, peut-être, vous rebondirez là-dessus, des gens qui achètent tout seuls leur montre, parce que là, on va pas leur donner notre mail, sinon on est submergé. Mais par contre, quand on a un patient pour qui on cherche, finalement, ça évite, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, des explorations électrophysiologiques. Ça veut dire hospitalisation, un GHF, etc., etc. Donc, je trouve que ces outils, bien utilisés, sont très utiles. Bon, ils sont pas remboursés par la sécurité sociale, peut-être qu'ils le seront pas. Mais enfin, voilà, ils ont leur place. Donc, je laisse peut-être maintenant Pierre dire ce que lui, ou son expérience, c'est le quatrième qui va parler. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ton analyse, Jérôme. C'est vrai qu'il y a, on va dire, trois patients différents. Il y a celui qui a eu l'appareil connecté, soit par cadeau, typiquement une montre connectée. Et j'ai eu le cas d'une patiente qui arrive en consultation, elle a déjà ses symptômes de palpitation avec le tracé percritique. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça nous fait avancer un temps énorme. Et après, bon, il s'agissait d'une tachycardie jonctionnelle. On a regardé sous traitement ce que ça donnait et post-ablation. Et ça a permis à la fois de rassurer la patiente, de diminuer les consultations, de pouvoir avancer rapidement aussi sur sa prise en charge. Il y a le deuxième patient, toujours un peu jeune, qui, au bout de X holters, et c'est l'histoire de Mohamed, qui, au bout d'un moment, à force que, et là, les médecins ne trouvent pas, on n'arrive pas à trouver, craque et va sur les outils connectés, où je suis comme toi, je leur propose, je leur dis bien que ce n'est pas remboursé et que ça représente un certain coût, mais en effet, sur des histoires cliniques qui durent depuis 5-10 ans, au bout d'un moment, ça énerve et il faut trouver des solutions. Et après, il y a le patient pour lequel nous, on se pose la question, mais en effet, le fait que ça ne soit pas remboursé va limiter l'adhésion ou non aux patients à ça. Et une fois de plus, il faut pouvoir proposer des alternatives. Mais c'est vrai que le côté, et le Covid a exacerbé ça, d'être connecté, distanciel, vous pouvez être à l'autre bout du monde, qu'on puisse quand même interagir et faire des diagnostics, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Je pense que, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, ce qui me gêne, c'est de dire à un patient achetez une montre parce qu'on n'arrive pas à faire un diagnostic. C'est ça le problème. Donc, on essaie de piocher un peu. C'est ce qu'a fait le collègue qui a vu cette jeune femme. Il dit, lui, il est très connecté. Hein, c'est-à-dire qu'il a tout, il a tous les holters, tout. Et donc, il a acheté plusieurs montres. Il se dit, bon, quand je tombe sur un patient un peu difficile, ben, je lui file cette montre, il la garde quelques semaines et puis j'ai un diagnostic. Parce que globalement, les gens, quand ils viennent voir le médecin, en général, ils attendent à ce que le médecin trouve la solution.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que quand le patient vient de lui en disant, est-ce que vous pensez qu'une montre connectée va m'aider? Je dis oui, allez-y. Voilà. Donc, l'idée est double. Le premier, c'est je suis comme Jérôme, j'avais acheté, en l'occurrence, j'avais pris la même solution des Cardia. Je crois que la moitié ont disparu au fur et à mesure. Voilà, Ça, c'est un peu le problème. ouais. Ah bon? Et la deuxième chose, c'est le patient qui veut avoir son Holter maintenant, là, tout de suite. Voilà, il ne peut pas attendre Ouais, une ouais. semaine, un mois, et c'est le problème de la disponibilité des examens. Ce pourquoi, en effet, et malheureusement, on arrive sur des systèmes de médecine à deux vitesses. Mais c'est un peu la réalité des choses. C'est vrai que je ne sais pas chacun quelle durée vous avez pour un Holter de 24 heures, pire un Holter longue durée, mais de notre côté, c'est un peu long. J'ai trouvé que le taux d'acceptation des montres est bien meilleur que celui du Cardia. C'est-à-dire que le Cardia, moi, effectivement, j'en avais un ou deux, ils avaient tendance à disparaître. Et quand je l'ai conseillé à l'achat, mon taux de succès était très faible. À partir des montres, en leur disant, bah, achetez la montre qui vous plaît, mais ayez la fonction ECG, j'ai quand même pas mal de patients qui l'ont acheté. Et c'est vrai que c'est plutôt le côté réassurance pour le bilan de palpitation. Sinon, des extrasystoles, ils ont enfin un diagnostic. Enfin, on va leur dire c'est des extrasystoles. Et enfin, on va leur dire c'est rien, c'est pas grave. Et ils envoient quelques tracés, ils finissent par être rassurés. Et puis, as comme ces beaux exemples de TSV organisé ou de FA, c'est vrai que c'est toujours fascinant quand les patients arrivent avec leur diagnostic. Bon, il faut se rappeler aussi qu'il manque un petit quelque chose sur ces tracés. On n'a pas le début et la fin. Et on sait, nous, électrophysiologistes, que pour un certain nombre de tachycardies, ça permet de faire la différence. De dérivation aussi. Donc, on n'a qu'une dérivation, sauf dans le cardia 6L. Voilà, il faut savoir connaître aussi les limites de ces produits. Hein. Ça va pas forcément être absolument parfait, mais ça a aussi cet intérêt de rassurer. C'est pas rien de rassurer quelqu'un hein, qui se pose plein de questions, son gosse tout seul. Lui, il fait son enregistrement, il vous l'envoie, vous dites non, non, c'est sinusal, il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, trois fois. Et après, vous vous dites vraiment, voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas mal aussi d'avoir tous ces événements, ces appareils événementiels. Donc après, montre, avec ce que tu viens de dire, taux d'acceptation quand ils doivent l'acheter. Et ça dépend aussi de la région. Hein. Peut-être à Aix-en-Provence, ils achètent plus volontiers que dans le 93 ou dans le Nord. Mais ceci dit, voilà, ça rend quand même vraiment un service suffisamment important pour que quand les gens ont souffert pendant longtemps, ils puissent se dire, moi, je vais faire ça pour me sortir de là, quoi. Les jeunes adhèrent assez facilement. Hein. Les jeunes, quand on leur dit, bah, écoutez, voilà, ça, c'est une solution, je pense que eux, ils y vont plus facilement. Quand on a des personnes d'un certain âge, c'est un peu plus délicat parce que déjà, il va falloir leur expliquer. La plupart ne savent pas trop comment ça marche. Donc, voilà. Bon, c'est un peu parce qu'en fait, ils se reposent un petit peu sur nous. Quand ils viennent nous voir, bah, tu as posé un halter ou je sais pas, tu as mis un reveal, un truc comme ça. Bon, bah, il se repose sur toi. Quand il faut lui dire, bah, écoutez, il faut faire cette manipulation pour avoir un tracé, c'est peut-être un peu plus délicat. Bon. Après, nous, on a des brillards hein, dans le coin. C'est un peu plus. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on Voilà. disons, traité ce sujet qui méritera à nouveau d'autres séances de webinaire. Voilà, peut-être qu'on va passer à la suite. Donc, la deuxième partie par Pierre Saussier. Et là, tu vas nous parler de la vraie pêche dans toute sa splendeur avec les outils, cette fois-ci, internes, qui donc ont pour but de rechercher la FA dans l'AVC cryptogénique. Je te laisse voilà, présenter ça. Bien. À toi. Ok. Alors, hop, partage d'écran. Bon, merci à toutes et à tous de m'inviter pour discuter de ce sujet passionnant. Vous savez que la période de chasse est finie, hein, la période de pêche maintenant c'est depuis 3 semaines. Et donc du coup on est là-dedans. On a vu le patient symptomatique. Maintenant qu'est-ce qu'on fait du patient asymptomatique, mais malheureusement qui a notamment fait, alors on parle des us, AVC cryptogénique, on va voir ce que c'est tout ça. En tout cas il a fait un événement où on se demande s'il ne faudrait pas trouver de la fibrillation atriale, mais le patient se plaint de rien. Alors,
Décidément, les femmes sont à l'honneur. C'est encore une patiente. Elle vient tout juste de fêter ses 65 ans. Et malheureusement, je la découvre à l'USINV de Chartres pour un AVC ischémique sylvien gauche. Elle se dit sans aucun antécédent, mais quand on regarde bien ses constantes, elle est quand même un profil hypertendu. Elle a eu une appendicectomie et en effet, encore une hypothyroïdienne, mais TSH normale. Elle a un peu de surpoids. Première chose, les neurologues m'arrêtent sur son tracé électrocardiographique en disant qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on l'anticoagule tout de suite? Est-ce que ça suffit? Donc, on a cette ECG 12 dérivation qui est le CG, c'est entre 3 et 6% de diagnostic de FA à l'entrée des USINV qui sont faits juste sur l'électrocardiogramme d'entrée. Hein. Il faut quand même bien l'analyser. Vous retrouvez ce rythme qui est sinusal et qui a son fin, et vous voyez des battements qui sont plus précoces avec un repos compensateur, dont les QRS sont à peu près tous la même morphologie que le QRS sinusal. Donc du coup, c'est des extrasystoles atriales conduites pour lequel vous avez ce fameux phénomène P sur T qui va vous rappeler quelque chose, qui va vous évoquer possiblement une origine fibrillatoire de son accident ischémique. Bon, et ils me disent qu'ils aimeraient bien voir ça, et je leur dis que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un tracé comme ça, et ben, pour l'instant, on va continuer à traquer cette fibrillation atriale. Donc, en effet, aujourd'hui, on parle de ça, c'est la fibrillation atriale paroxystique au moment du tout début, au moment où on va commencer l'anticoagulant, mais tant qu'on n'a pas le diagnostic, le tracé, qui peut être un tracé de 30 secondes ou un électrocardiogramme complet, je vous le rappelle, et ben, on va chercher, pêcher en effet, et je vous le rappelle, le score de Chadvask est plutôt bien corrélé au risque derrière d'effectuer un événement thrombotique. Cette jeune patiente est un cas qui m'avait pas mal marqué parce qu'elle venait de fêter ses 65 ans. C'est une femme, on la découvre hypertendue et elle vient de faire un accident ischémique. Donc elle passe de 0 quand elle avait 64 ans et ne se connaissait pas hypertendue à 5 une fois qu'elle a fait l'événement. Mes neurologues me disent on a fait un bilan complet. Et ça aussi, vous allez voir, dans les définitions maintenant des accidents ischémiques, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'un bilan complet. Alors, un bilan de base, c'est un bilan clinique et biologique sur lequel je ne m'étalerai pas parce que ce n'est pas le sujet du show. Il y a toute une partie de l'imagerie, certes cérébrale, mais aussi des troncs supraortiques et de l'aorte, on n'oublie pas l'aorte, qui peut être fait par l'IRM dans le même temps, soit l'angioscanner. Il peut avoir aussi une place du Doppler des troncs supraortiques et transcrâniens. On va parler de fibrillation atriale, donc ECG, télémétrie, tous les USINV en ont, et puis un Holter de 24 à 72 heures en fonction de la recommandation que vous regardez. Et la fameuse échographie, on n'oublie pas le test OPU, plus ou moins le TO, en fonction de l'âge de la patiente. Et pourquoi c'est important ce bilan de savoir si c'est complet ou pas complet? La classification TOS qui donnait ces fameux événements ischémiques d'origine indéterminée, la classification de TOS, c'est 93-94, posait comme souci de qu'est-ce qu'un bilan incomplet qui était anti-C. Petit à petit, on a affiné tout ça. En 93, ça laisse aussi la place à une possible IRM beaucoup plus facilement, avec la définition de l'AVC ischémique, où là, on retire les origines lacunaires, les sténoses carotidiennes, et ce qu'on va voir après, ce qu'on appelle les sources cardio-emboliques majeures ou modérées. Et petit à petit, et ce avec l'étude Respect et Navigate, vous le savez, est venu le terme ESUS, pour lequel c'est un accident ischémique qui est vu soit au scanner, soit à l'IRM, et qui n'est pas une lacune, une fois de plus. Pourquoi? Parce que l'origine des lacunes est tout autre. Ce n'est pas cardio-embolique. Il n'y a pas de risque majeur, de source majeure cardio-embolique. Et après, on va éliminer un certain nombre d'autres pathologies. Qu'est-ce qu'on appelle une source majeure cardio-embolique? Cette slide-là, vous avez globalement la prothèse mécanique, la sténose mitrale énorme, ça ne fait aucun doute. Par contre, si va vouloir traquer fibrillation atriale, ce n'est pas le sujet du jour, mais le FOP a été mis pour l'instant en risque intermédiaire de source d'accident ischémique. Voilà, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on traque. Et donc, du coup, la question du jour, chez cette patiente-là, comment trouver de la fibrillation atriale? Alors, j'aime bien rappeler ce papier qui est sorti l'année dernière au mois de mai, parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes, 3 termes, pour trouver de la fibrillation atriale. Si vous en cherchez, ce qu'il faut, c'est jouer sur la durée de votre examen, sur la dispersion et le nombre. Et chacun de ces 3 mots est important. Il faut un examen qui va durer, que vous allez répéter et pour lequel vous allez le répéter le plus de fois et dans le temps. Si on fait ça en image, ça donne la chose suivante. Si on parle de la base, l'électrocardiogramme, juste un enregistrement de 10 secondes, vous voyez bien qu'entre le faire une fois
et 10 fois, ce n'est pas la même chose. Plus vous allez le répéter dans le temps et plus vous allez trouver, ça c'est la sensibilité de fibrillation atriale. Maintenant, si pour le même tracé, vous le faites plus longtemps, 30 secondes, 24 heures, 72 heures, 7 jours jusqu'à 30 jours, plus vous cherchez de la fibrillation atriale et plus vous en trouvez sur un tracé qui est long, répété et qui est espacé dans le temps. Même étude, toujours un intérêt, ils ont mis chez les mêmes patients qui avaient des examens répétés pour traquer la fibrillation atriale des haltères implantables. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur les haltères implantables, qui a un tracé qui est continu, à chaque fois que vous avez un pic, c'est de la fibrillation atriale qui est retrouvée. Et ben on voit que là, en bleu, en vert ou en rouge, on passe de temps à autre au travers de tracés de fibrillation atriale parce que malheureusement, on est sur une forme qui est paroxystique, qui vient, qui repart, et pour lequel, ben, oui, en effet, quand on répète les tracés, au bout d'un moment, on commence à trouver, mais il peut avoir possiblement un petit retard de diagnostic et donc de coup, un petit retard de prise en charge. Et ça, quelle que soit l'étude que vous prenez, ça c'est une méta-analyse que je vous présente, globalement, ça va globalement dans le même sens, plus l'enregistrement est long, et plus vous allez trouver de fibrillation atriale. Sauf qu'une fois de plus, il y a théorie et pratique. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de pratique. Ce webinaire, c'est pratico-pratique. Donc, je vous rappelle, il y a notamment 3, si on parle des haltères implantables, vu que je voulais continuer sur les autres devices dont on n'a pas parlé, qui sont disponibles actuellement et remboursés dans cette indication-là. Ce qu'on aimerait, c'est la théorie. C'est ça, c'est un beau tracé sinusal, tout droit, puis après une dispersion de points qui attire l'œil, qui correspond à une variabilité de RR détectée par la machine comme probablement un tracé de fibrillation atriale. Et un tracé d'une qualité tout à fait remarquable, qui ne montre pas d'activité atriale organisée, non répétitif, qui sera classifié fibrillation atriale et qui pourra, sur une durée de 11 heures, sans débat, entraîner l'anticoagulation de cette patiente. Malheureusement, la réalité, c'est ça. C'est 14 épisodes, si ce n'est 30 ou 40 dans les mémoires, pour lesquels il faut trier, avec des tracés qui ne sont pas tout à fait clairs, pas vraiment de vrai début, pas vraiment de vrai arrêt, avec une qualité d'enregistrement qui est un peu plus discutable. Si je veux me faire vraiment outrageux, je peux me demander si l'activité atriale, c'est pas un retour en rythme sinusal, mais d'un autre côté, je ne vois pas très bien. C'est un peu la limite, on va dire, de ces haltères implantables. Deuxième limite, c'est la façon dont ça a été conçu. C'est principalement des appareils qui ont été conçus pour être sensibles et avec une sensibilité qui est magnifique et dont la spécificité peut être débattue ou qui, du moins, nous donne un certain nombre d'alertes. Et maintenant que la télécardiologie va être remboursée, la vraie question, c'est combien de temps allons-nous passer pour écrémer toutes les alertes que ça va nous envoyer à distance. Ça, c'est un biomoniteur, c'est un autre tracé pour lequel vous avez en haut un tracé bien reconnu en fibrillation atriale, ce qui est tout à fait le cas. Et là, malheureusement, sur des extrasystoles soit atriales, soit ventriculaires, un défaut, un faux positif de l'appareil, simplement parce qu'il y a des variations de RR. Est-ce que du coup, il faut arrêter de chercher au bout du 40e épisode où il y a des variations de RR, mais sur des extrasystoles atriales? Attention, attention, non. Au contraire, plus votre patient a une hyperexcitabilité atriale et plus la probabilité de retrouver de la fibrillation atriale sur ces tracés en continuant à le suivre est élevée. Ça, c'était des patients qui avaient fait un AVC ischémique dit cryptogène, pour lequel le premier holter, on avait dit systématique, donc là c'est choisi, c'était 24 heures, avait retrouvé une hyperexcitabilité atriale. Dans cette étude, ils avaient pris plus de 222 extrasystoles atriales. Ils avaient mis des holters implantables et ils montraient que c'était bien corrélé au fait de découvrir de la fibrillation atriale, 50% des patients contre 22% chez les patients qui n'avaient pas d'hyperexcitabilité atriale. L'autre problème de ces fameux haltères implantables, ça peut être ce type d'artefact qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire soit des artefacts parce que le patient touche à sa prothèse, soit des myopotentiels. Et il ne faut pas oublier qu'il faut regarder tout le tracé et quoi qu'il se passe, c'est de la fibrillation atriale. Donc du coup, je rejoins Mohamed, l'histoire de son jeune avec la montre connectée, c'est tout à fait une alternative qui peut être entendable pour dépister la FA. Je ne dis pas qu'il faut mettre que des haltères implantables dans la FA silencieuse, cependant, comme la slide précédente, plus le tracé est long, plus il est répété et plus espacé dans le temps, plus on a de chances de trouver de la fibrillation atriale. Le patient asymptomatique, il faut qu'il pense à faire son tracé. D'où l'intérêt de la montre chinoise qui avait une fréquence plus répétée de tracé plutôt que toutes les 2 heures.
Alors, est-ce qu'on peut affiner notre recherche? Est-ce qu'il y a dans la littérature des choses qui se sont trouvées associées à retrouver de la FA chez ces patients-là? Évidemment, plus l'âge monte, plus le CHA2DS2VASc monte et plus la probabilité de retrouver de la fibrillation atriale. C'était une étude il y a maintenant 4-5 ans qui l'avait très bien montré. Ça, c'est assez simple, c'est assez corrélé. Les multiples ESA, je vous en ai parlé et reparlé, c'est important. Et maintenant, on va retourner dans ce qu'on appelle l'échographie et la myopathie atriale. La dilatation de l'oreillette est assez bien corrélée. Valvulopathie mitrale, j'en passe, c'est une des meilleures. Et après, au niveau de la biologie, la place du BNP est encore pas mal débattue aujourd'hui, mais quelques études montrent que possiblement, ça serait intéressant. Et là, ils m'arrêtent tout de suite, les neurologues. Ils disent non, 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 c'est pas ça qu'on veut te demander. C'est en fait, elle a un pacemaker. On aimerait que tu interroges sur le pacemaker pour savoir s'il y a de la fibrillation atriale qui est vue par le pacemaker. Ah, alors, deux petites choses. Le premier, c'est cette étude que vous connaissez peut-être tous, Acer, pour lequel on a regardé les mémoires des patients qui avaient soit des pacemakers, soit des défibrillateurs, et qui avaient fait un accident vasculaire cérébral dit cryptogénique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous avez à chaque fois qu'il y a une partie plus foncée de la fibrillation atriale, là, la barre, c'est je fais l'événement. Vous voyez qu'en fonction, là, c'est 18 patients, chaque barre, c'est un patient. En fonction des différents patients, soit l'événement était loin avant, typiquement, là, moins 365, c'est quasiment un an avant, mais plus rien, et pourtant, il fait l'AVC. Soit, et là, c'est ce patient-là, le 14, où il y a des tout petits signaux là, où il en a fait un tout petit peu, mais à distance. Donc, en fait, ce que nous montre Acer, c'est que la temporalité des mémoires, des prothèses et l'événement thrombotique n'est pas forcément corrélé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé notre façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que vous avez tracé a posteriori ou longtemps avant que ce n'est pas ça qui a forcément causé votre AVC. La deuxième chose, c'est que j'ai fait attention à mes termes. Est-ce qu'on retrouve vraiment de la fibrillation atriale dans les mémoires? Vous savez qu'on n'a pas le droit forcément de dire ça. C'est ce qu'on appelle plutôt les AHRE, remises dans les recommandations de l'année dernière sur la fibrillation atriale, pour lequel nous devons a priori faire la preuve, pas a priori, nous devons faire la preuve par un ECG et puis des Holters de cette fibrillation atriale, car la sonde atriale, malheureusement, peut être pris à défaut et on peut faire certains diagnostics abusifs, mais pas que. Je vous rappelle qu'avant l'âge des prothèses et notamment des diagnostics sur la sonde atriale, il y avait la définition de la fibrillation atriale et on retrouve des tracés de plus en plus courts d'arythmie atriale pour lesquels on ne sait pas quel est le risque thrombotique. Et donc du coup, c'est ce qui rappelle dans les recommandations. Plus votre tracé d'arythmie atriale est long et plus sa transformation pour être de plus en plus long augmente, plus vous passez de temps en fibrillation atriale et que votre score de CHA2DS2VASc est augmenté, plus la probabilité d'un événement thrombotique est augmentée. Et donc, du coup, on en revient à ces recommandations qui disent que globalement, si vous avez un CHA2DS2VASc supérieur à 2 chez l'homme, supérieur à 3 chez la femme, ce qui est le cas de notre patiente de 65 ans hypertendue qui a fait un AVC, si dans ses mémoires, je retrouve un tracé supérieur à 1 heure, mais a fortiori supérieur de 24 heures surtout, et bien là, il serait possible de considérer l'anticoagulation. Je vous remercie à tous et bonne pêche. Merci. Merci Pierre pour donc cette présentation très intéressante. Donc tu nous dis en gros que plus on cherche, plus on trouve. Bon, ça rappelle effectivement la philosophie des pêcheurs. Moi, je voudrais te demander sur les artefacts, les ESA et les ESV qui sont des sources d'erreurs. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle a une place là-dessus? Est-ce que tu as connaissance d'outils qui permettent de faire ce qu'essaye de faire l'œil humain? Alors, oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'outils qui se basent là-dessus. Il y en a un qui me vient, mais parmi d'autres, qui est Cardiologs, qui est l'intelligence artificielle pour l'interprétation notamment des Holters et qui permet de bien faire la différence entre les deux et de pouvoir classer tout ça. Et il y a fort à parier que dans pas si longtemps, et Biotronic travaille notamment avec la même façon de coder tout ça, plus ça va aller et plus ils vont pouvoir affiner cette spécificité qui est un peu discutable ou tout du moins qui nous bombarde d'alertes en télécardiologie. Tu penses qu'il faut que ça soit l'AVC inexpliqué, on devrait raisonner de manière simple, AVC inexpliqué, donc Holter implantable, ou est-ce qu'il faut rentrer dans des considérations complexes, de scorer les patients, voilà, parce qu'il y a différentes manières de raisonner? Alors,
quoi qu'il se passe, et ça c'est ce qu'on avait dit au tout début de l'exposé, quoi qu'il se passe, il faut être rigoureux et faire un bilan de prime abord, dont la télémétrie et le Holter, 48-72 heures. Nous, à Chartres, on a prévu 72, une semaine. Après, c'est la disponibilité des examens. Après implanter tout le monde, on en vient à deux remarques. Le premier, c'est ta jeune patiente que tu as implantée au moment où elle vient à l'implantation et en fibrillation atriale, ou le lendemain où tu poses la prothèse, qui va durer 3 ans, elle est en fibrillation atriale, qu'est-ce que tu en fais? La deuxième chose, c'est l'organisation de tout ça, parce que même nous, là, on a fait des hôpitaux de jour post-AVC, justement pour se poser les bonnes questions. On n'implante pas, et si on implante, c'est le même jour. Et ben, ça demande toute une organisation. Il faut bien s'entendre avec ses neurologues. Il faut surtout pour avoir quelqu'un derrière. Et quelqu'un derrière, c'est pas juste l'implantation. Derrière, c'est la surveillance aussi de télémédecine, parce que c'est le but, et je pense que c'est ça la vraie avancée. C'est éviter que le patient fasse des allers-retours pendant 2, 3 fois, 4 fois pour les haltères, mais qu'il soit à domicile et qu'il les télétransmette. Ça, c'est génial pour le patient. Mais de l'autre côté, je salue mes jeunes infirmières de télécardiologie qui, chaque jour, par contre, mettent leurs lunettes et de 8h à 18h, essayent d'écrémer toutes les alertes pour essayer de trouver de la fibrillation atriale, m'envoyer un mail et me dire, voilà, ce patient-là, il faut que tu le rappelles, il faut que tu l'anticoagules, il a fait de la FA. Comment vous êtes organisé en pratique? C'est-à-dire, est-ce que vous les implantez au bloc traditionnel ou est-ce que vous êtes passé à une stratégie un peu autre, hors du bloc? Alors, actuellement, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent la faisabilité d'implanter en dehors du bloc opératoire. Pour l'instant, et malheureusement, bah, c'est aussi l'actualité, hein, c'est le Covid-19 qui a changé un peu ça. On devait passer sur une implantation dans un box dédié qui sert aussi à notre gynécologue pour mettre les implants progestatifs, donc quasiment la même implantation, les implantations sous-cutanées, box dédié. Mais voilà, pour l'instant, à te dire la vérité, ça a pris un peu de retard. Mais je ne désespère pas. À Marne-la-Vallée, vous faites comment? Ben, nous, pour l'instant, on avait une salle dans laquelle on devait mettre nos implantations et puis après, depuis le Covid, tout s'est arrêté. Donc, du coup, on les fait au bloc. Moi, j'ai une question pour Pierre. Est-ce que les neurologues vous sollicitent beaucoup quand ils ont fait leur bilan et que leur bilan est négatif? Nous, traditionnellement, pendant des années, c'était bilan normal, on met aspirine, point barre, on s'arrête là. Et on les a un petit peu poussés parce qu'on a été surpris de voir des gens arriver pour de la FA avec des antécédents d'AIT, d'AVC, donc ils sont un peu plus sensibilisés. Est-ce que vous, dans votre pratique, les neurologues viennent facilement vers vous? Alors, je rebondis. Il y a deux choses qui a fait qu'on est un peu proche de neurologues, tout ça. Bah, le premier, c'est que c'est des gens plutôt sympas, on mange régulièrement avec eux. Le deuxième, c'est que le Covid a fait que l'USINV s'est retrouvé en même temps que l'USIC au sein du même département. Et je ne te cache pas que, notamment l'année dernière, j'ai vu le changement et cette team hein, qui s'est créée avec les neurologues, qui a vraiment fait un pas en avant à ce moment-là. Avant, il y avait des interlocuteurs un peu dédiés qui étaient prenants-partants, il y en avait d'autres qui étaient un peu moins. Le fait qu'on travaille ensemble dans l'univers du Covid avec des patients d'USINV à côté de patients d'USIC et qu'on s'aide au quotidien, on a trouvé qu'en fait le travail main dans la main était vraiment intéressant et c'est pour ça que les hôpitaux de jour ont vu le jour. Parce qu'au final, on a appris à travailler ensemble, à respecter chacun et à pouvoir trouver que le rythmologue a ses éléments, à ces éléments qui vont aller pour l'implantation ou non. Mais le neurologue, moi, il y a encore des choses sur l'imagerie cérébrale, j'essaye de m'y intéresser, mais il y a des choses que je ne percute toujours pas. Qu'est-ce que c'est que des lacunes sous-corticales? Pourquoi c'est d'âge différent? Il y a des choses où clairement, on a besoin chacun de nous. Je suis du même avis. C'est vrai qu'on a à apprendre beaucoup des neurologues. Et en fait, ce qui crée aussi le lien, c'est quand vous avez initié la chose et que vous les appelez, vous leur envoyez un tracé de télécardiologie, vous dites voilà, celui-là, votre patient, il a fait une FA, donc vous pouvez le mettre sous anticoagulant. C'est vrai que quand vous montrez que c'est la technologie, la pêche faite la nuit par le transmetteur, et même maintenant pour certains par le téléphone du patient qui est office de transmetteur, et qu'on reçoit ça, ils sont séduits. Enfin, ils comprennent que c'est un vrai outil. Et je pense que c'est à nous de faire notre marketing, hein, de dire qu'on a des super outils et qu'on peut travailler dans la main. Alors après, tu as vu toutes les limites du mécanisme. Hein. Tu as montré que l'AFA, elle peut être 1 an avant et puis
l'AVC arrivé après, hein, donc il n'y a pas une corrélation immédiate, mais en tout cas, quand on part dans la pêche et qu'on en trouve un, immédiatement, on va passer à une stratégie qui change, c'est-à-dire on passe de l'antiagrégant à l'anticoagulant. Donc il y a vraiment, là, c'est binaire. Et donc, nous, notre rôle, même si on sait bien que la FA, elle va pas refaire un AVC tout de suite forcément, etc., le fait d'avoir une FA enregistrée et de leur communiquer, ça prouve qu'on travaille main dans la main avec eux et qu'on essaye de faire bénéficier le patient pour le faire diminuer son risque. Voilà. Walid, peut-être que Ouais. on va pas tarder à conclure. Si Oui, tu veux voilà, faire. mon S'il y a pas élément, c'est que j'ai quand même l'impression que, bien sûr, on est probablement en retard sur potentiellement le nombre de patients qui pourraient bénéficier des haltères implantables, à mon avis, est beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, et que c'est quelque chose, ce webinaire sert à ça. Et on en avait fait avec les neurologues et on continuera encore à communiquer avec eux. Moi, j'avais pensé que peut-être les outils des staffs que les collègues font avec eux concernant les fermetures de FOP, etc., peut-être aussi l'occasion de recommuniquer dessus. Bon, merci Mohamed, merci Pierre, merci Jérôme, merci à l'Alliance BMS Pfizer, merci à vous tous qui avez été connectés, confinés, connectés à nous regarder. Je vous dis à très très bientôt pour un autre webinaire et à bientôt. Bye bye. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Salut.